Bien, on va commencer. Bonjour à tous, pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre. Donc, je vous présente la spécialité cybersécurité du logiciel de l'école d'ingénieurs, l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne Sud. Pour certains, peut-être vous avez assisté à la présentation de mon collègue pour la partie cyberdéfense. Donc, la première partie risque d'être la même, mais bon, après, ça va changer tout de suite, mais je suis obligé de faire la première partie puisqu'il y a des personnes peut-être qui n'ont pas suivi la première présentation. Donc, l'école d'ingénieurs, c'est une école qui est rattachée à l'université. Du coup, elle bénéficie de tous les avantages. Et puis, la spécialité de cybersécurité du logiciel se trouvant sur le campus de Vannes. Donc, c'est un campus qui regroupe toutes les accommodités, restauration, logement crous, la vie étudiante, bibliothèque, etc. Bien, donc l'Université Bretagne Sud sont sur deux campus. Sur Vannes, tout ce qui est bloc pôle cybersécurité, donc avec la spécialité cyberdéfense qui a eu la présentation là juste avant celle-ci, et la spécialité cybersécurité logicielle qui, elle, va se présenter avec deux parcours. Un parcours sous statut étudiant, qui va être plus orienté construction de systèmes sécurisés, et puis un statut en apprenti qui sera plus orienté sur tout ce qui est données, big data, donc c'est sciences des données et cybersécurité. Le bloc se trouvant sur l'Orient, c'est plus orienté industrie 4.0 et il y aura des présentations cet après-midi, tout à l'heure et cet après-midi. Alors, le contexte pour la partie cybersécurité est commune aux deux spécialités vantaises. Sachez que en France, il y a certains organismes qu'on appelle les OIV, des organismes d'importance vitale, qui, si un de ces organismes est à mal, en fait, c'est toute la France qui est à mal. Donc, ces organismes doivent avoir un fonctionnement sûr et sécurisé. Salah, Oui, on voit ton fond d'écran, mais pas ta présentation là. vous voyez pas ma présentation. Excusez-moi, donc je refais le partage. Voilà, Là, c'est bon? c'est bon. Ah, merci. Donc, je reprends donc par rapport au contexte de la cybersécurité. Donc, c'est un contexte national, voire international. Et donc, là, on se retrouve avec certains organismes où il faut vraiment la sécurité est primordiale. Mais à vrai dire, maintenant, tout le monde se rend compte que c'est pour toutes les entreprises, la sécurité devient primordiale parce que personne n'est épargné, tout le monde est attaqué, c'est devenu un business et donc les entreprises pour bien fonctionner, ils sont obligés de mettre une grande importance sur la sécurité du fonctionnement de leurs données au niveau de leur système d'information de manière générale. Alors, ce qu'on présente sur Vannes sont deux formations complémentaires. À vrai dire, il y a trois parcours en tout. Un qui est de la cyberdéfense, dont la présentation a été faite par mon collègue. Deux, sous le chapeau global cybersécurité du logiciel. Là, il y a un parcours sous statut étudiant qui vise la construction de systèmes logiciels sécurisés, et l'autre, c'est plus orienté aux sciences de données et cybersécurité. Donc, le premier étant sous statut étudiant, le deuxième en parcours en apprentissage sur les 3 années. Voilà. Le périmètre, bien sûr, c'est sécuriser d'un côté les logiciels, de l'autre côté les données au sens large. Comment sécuriser les données dans le sens assurer l'intégrité et puis assurer la propriété, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas vous voler vos données personnelles. Et de l'autre côté, comment exploiter la masse de données qui circulent dans le réseau pour se prémunir d'attaques.
Bien, donc parlons plus exactement de la spécialité cybersécurité du logiciel. Donc c'est une formation bien sûr qui est labellisée donc, par la CTI, le RAS au niveau européen et SecNumEdu, c'est le label de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, pour dire c'est bel et bien des formations en cybersécurité. Ce que je voudrais vous présenter d'abord, c'est quelle est la philosophie derrière cette formation. Parce que tout le monde, quand on vous parle de cybersécurité, vous avez une image mentale par rapport à ce que vous entendez, vous voyez par les médias, etc. Et je vais schématiser ça par, vous voyez qu'il y a un système d'information, et puis il existe quelque chose autour de ce système d'information, comme une frontière. Et puis pour la sécurité, on imagine qu'autour de cette frontière, il va y avoir des systèmes comme l'IPS, c'est-à-dire Intrusion Prevention System, ou l'IDS, Intrusion Detection System, ou quelque chose d'un peu plus intelligent, comme les SIEM, hein, qui gèrent les événements et analyser tous les événements pour dire, ah, peut-être qu'il y a une attaque, ou tout ce qui est réglage par rapport au réseau, comme les firewalls, ou quelque chose comme les firewalls, mais pour plutôt les applications, hein, pour régler les accès aux informations. Mais en réalité, tout ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité réseau. On est en train de sécuriser le réseau qui se trouve autour de systèmes d'information. Ça va nous permettre, certes, excusez-moi, ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle la sécurité, c'est-à-dire c'est de la réaction et ce n'est pas vraiment de la prévention. La vision préventive, c'est de dire non, je veux revenir au système, parce que si on cherche à m'attaquer, c'est que mon système est vulnérable. C'est qu'on a trouvé une vulnérabilité dans mon système. C'est pour ça qu'on peut rentrer dans mon système. Donc, comprendre quels sont les risques de vulnérabilité qui existent dans le système, de comprendre, et puis proposer derrière de bonnes pratiques qui me permettent d'éviter d'avoir, lors du développement de système, ces vulnérabilités. En somme, arriver à assurer un fonctionnement sûr de mon système dans un milieu hostile. Après, vous allez me dire, c'est quoi le milieu qui ne sont pas hostiles maintenant? Voilà. Donc, en somme, comment diminuer les vulnérabilités, enlever à la limite toute vulnérabilité de mon système, et puis ainsi, assurer l'intégrité et la confidentialité des données qui transitent ou qui concernent mon système. C'est ça l'objectif de ce qu'on appelle le Secure by Design, c'est-à-dire la sécurité par conception. C'est ça l'objectif de la formation qu'on propose. Bien sûr, on travaille en collaboration avec plein d'industriels, hein, les plus gros qui sont dans le domaine. Je n'ai pas mis ici je dirais, les logos de tous, mais bon, juste pour vous donner une idée. Les métiers, donc, que ce soit dans la partie cybersécurité logicielle, ici c'est marqué informatique de confiance, mais ça c'est l'ancienne terminologie, donc conception logicielle sécurisée ou sciences données et cybersécurité. Le premier en statut étudiant, vous aurez accès à tous les métiers d'un informaticien, un ingénieur informaticien, mais avec une orientation sécurité très pointue. Et donc, vous aurez après à sortir des métiers classiques, hein, mais là où ça va vous distinguer par rapport à un informaticien classique, c'est que vous allez vous attaquer à des problèmes de sécurité et sécurité à la source, c'est-à-dire comment je le construis sécurisé. Et l'autre, on va se concentrer plus sur les aspects données. C'est analyse de la menace au niveau des systèmes Big Data, des ingénierie expert sécurité Big Data, c'est-à-dire comment je sécurise des données, et puis ingénieur data scientist, c'est-à-dire comment je vais exploiter plutôt les données pour les besoins de sécurité. Bien sûr, après un certain nombre d'années, la formation vous prépare, vous donne les bases pour passer à l'échelon au-dessus, c'est-à-dire être un architecte, c'est-à-dire quelqu'un capable d'assumer des systèmes complexes, donc sécurité des systèmes complexes, et puis être architecte de big data, c'est-à-dire là, de données dans le cadre des systèmes complexes. Donc en gros, je liste un certain nombre de métiers, mais cette liste n'est pas complète, hein, c'est juste à titre d'information. Notre formation, elle est structurée, comme toutes les formations en école, en forme de blocs compétences. C'est-à-dire, bloc, c'est des compétences au sens large. Dans l'école, on a des blocs qui sont communs à toutes les formations, c'est les blocs en bas,
qui consiste à dire quelles sont les compétences nécessaires à un ingénieur, quel que soit l'ingénieur. Là, on va vous dire, OK, d'accord, compétences d'être collaborer, comment conduire des projets, manager des projets. Ça, c'est compétences globales de tout ingénieur. Après, se comporter en professionnel agile et responsable, ça, c'est des caractéristiques d'ingénieur que dans notre école, on essaye de former pour être agile et responsable. Après, un bloc qui concerne l'aspect innovation, et nous, on parlera plus recherche. Et pourquoi on ajoute ça? Parce qu'on considère qu'un ingénieur qui veut continuer à progresser tout au long de sa vie, il faut qu'il ait quand même certaines bases solides scientifiques qui lui permettent de suivre l'évolution technologique et résister aux ruptures technologiques. Ne pas être un simple technicien qui sait maîtriser quelques techniques et dès qu'il y a un changement brutal de technologie, il est perdu et son titre d'ingénieur, ben, il ne peut pas travailler avec parce qu'il ne peut pas travailler réellement comme un ingénieur, il devient un simple exécutant et il se retrouvera en bas de l'échelle. Donc l'idée, c'est que nous, on doit vous donner les bases nécessaires pour comprendre l'évolution de la recherche, pour être à la limite de la recherche et de pouvoir suivre toutes les évolutions. Après, les derniers blocs en haut, c'est les blocs de métier directement. D'un côté, c'est tout ce qui est la construction, la conception, parce que quand même, il faut être capable de construire les choses, soit en données ou en partie logicielle, et de l'autre côté, le bloc sécurité, sécuriser. Voilà, les gros blocs de formation. Après, comment on va acquérir ça? On va monter crescendo. En première année, sachant que les élèves ingénieurs viennent de parcours assez différents. Donc la première année, on va essayer de commencer par le bloc de ce que c'est un ingénieur, mais en même temps, essayer de mettre un niveau. Hein, il y en a qui arrivent avec un niveau en maths un petit peu inférieur aux autres, il y en a qui n'ont pas vu du tout d'informatique, alors que d'autres qui viennent par exemple d'études informatiques, qui sont assez bien avancés sur la partie informatique. Donc on essaiera d'homogénéiser tout, et puis introduire quelques éléments comme l'ingénierie système, que on est peut-être les seules écoles d'ingénieurs qui fait ça, mais dans toutes nos spécialités, qui va vous donner cette idée de réfléchir des solutions dans un cadre général et de dire ma solution, elle intègre un système et non pas juste dans un point toute seule, etc. Par exemple, hein, si vous faites un système logiciel qui gère, par exemple, l'atterrissage d'un avion, il faut maîtriser tout ce qui va avec, c'est-à-dire toutes les caractéristiques et les contraintes qui viennent d'un avion. Donc, il faut comprendre ce que c'est l'avionique. Après, à partir de la deuxième année, là, on rentre vraiment dans le métier. Alors, d'un côté, l'ingénierie du logiciel sécurisé et d'autre, l'ingénierie du big data et sécurisé. Et la dernière année, on va prendre du recul pour maîtriser la complexité. Donc, on passe non pas comme l'ingénierie d'un logiciel, mais on passe à un niveau système. Et parfois même, on parle de système de système. Et après, de l'autre côté, au niveau données, pareil. On va parler de données, mais à travers de plusieurs systèmes, et on va passer à la notion du cloud, du big data, dans un contexte beaucoup plus large, etc. Donc la dernière année, c'est vraiment la partie stratégique. Si on veut voir un petit peu le contenu, chaque item, c'est ce qu'on appelle une UE. Une UE est un ensemble en moyenne de 3 cours. Donc, vous ne voyez pas les détails exactement dans du cours. Et après, comment c'est structuré? Le milieu, c'est ce qui est commun aux 2 parcours. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont communes. En haut, ce qui est propre à ceux qui vont faire la partie développement système sécurisé. Et en bas, tout ce qui est sciences données et système sécurisé. Ce qui est en rouge en bas, c'est-à-dire que ce sont des compétences à acquérir en étant en entreprise, puisque c'est un parcours en apprentissage. Et puis, vous voyez, il y a des choses qui sont en foncé pour dire que c'est propre. Par exemple, ici, apprentissage, c'est pas l'apprentissage dans le sens alternance. Non, c'est de l'apprentissage, comment construire, par exemple, ce qu'on appelle les machine learning. Donc, c'est l'apprentissage automatique, etc.
Et on va voir qu'il y a des choses qui sont propres à la conception des systèmes sécurisés. On va aller à des choses dont la partie donnée n'aura pas besoin. Par exemple, la conception d'un langage. Parce que pour comprendre parfois les failles qui peuvent venir de compilateurs, il faut être capable de construire son compilateur, etc. Ou plus tard, lors de la fin de la deuxième année, on va parler de la conception orientée composant, etc. Voilà. Donc, et puis, il y a quelques cours, donc j'en ai parlé déjà, de l'ingénierie des systèmes, hein, donc comment considérer sa solution dans un contexte beaucoup plus large. Première année, on va vous donner quand même des bases de sécurité, hein, puisqu'on vous prépare un parcours en cybersécurité, quand même, et vous voyez, tout ce qui est cybersécurité, ça se dilue tout au long des 3 années. Donc, il y a pas mal de choses qui sont rentrées dans le détail, mais je peux revenir derrière si vous avez des questions. Pour le parcours en apprentissage, il y a une certaine alternance. Hein, ce qui est en jaune, c'est quand vous êtes en entreprise. Ce qui est en clair, c'est quand vous êtes à l'école, chez nous. Donc, il y a une alternance, en gros, hein, un mois. Il y a une période où c'est un peu plus large parce qu'il y a un peu de vacances. Et pendant les vacances, vous n'avez pas les vacances scolaires parce que vous êtes des employés de l'entreprise. Donc, vous serez un peu plus en entreprise. Voilà. Et voilà. Alors que la dernière année, on la divise directement, première moitié à l'école et l'autre moitié plutôt en entreprise. Ça vous permettra de faire ce qu'on appelle le travail de fin d'études en étant en entreprise du dernier semestre. D'ailleurs, même ceux qui sont en statut étudiant, ils ont exactement le même rythme puisqu'ils seront d'abord à l'école et le dernier semestre, de toute façon, il sera en entreprise. En termes de pédagogie, pour le parcours étudiant principalement, puisque les autres, ils ont de toute façon des séjours en entreprise, on a une pédagogie très dirigée projet. Déjà, dans les enseignements, hein, dans les cours, beaucoup de cours sont adossés à un mini-projet au lieu de faire TP, TD, voilà. Donc, il y a plutôt un projet qui est associé à un cours et au bout du compte, il faut réaliser le projet en ayant acquis les compétences à partir du cours. Donc, le cours, il est là principalement pour répondre aux besoins, c'est-à-dire on arrive sur le projet, on bloque, on dit là, ah, il faut le cours. Et ça, c'est une façon de faire qui est assez intéressante parce que quand vous bloquez devant un problème et qu'on vous présente le cours sur ce problème-là, là, la compréhension est facilitée. Alors que si on vous raconte sur un cours et que vous ne voyez même pas le problème, c'est plus difficile d'assimiler le cours. Donc, en termes de projet, on a des projets à toutes les années. Hein. La première année, c'est un projet qui dure toute l'année, hein, sur les 2 semestres, qu'on appelle pluridisciplinaire, qui est fait principalement avec l'ingénierie système. En deuxième année, il y a 2 projets. Le premier projet, c'est comment construire un logiciel sécurisé, hein, assez orienté application web pour faciliter les choses. Et deuxième projet, c'est un projet dit industriel. Donc, c'est avec des sociétés qui sont liées au domaine de la cybersécurité, qui viennent proposer ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept, c'est-à-dire des choses qu'ils voudraient expérimenter et d'expérimenter avec nos étudiants et concevoir des systèmes ou essayer d'expérimenter quelque chose qu'ils aimeraient voir ce que ça peut donner pour savoir s'ils peuvent les utiliser chez eux, etc. Donc déjà, hein, en deuxième semestre, vous êtes confronté à l'industrie et avec des industriels, et souvent ça leur permet de repérer des gens pour les ramener chez eux en stage. En troisième année, comme je vous ai dit, en termes de compétences, la recherche est un élément important pour la carrière d'un ingénieur. Donc le projet sera orienté recherche et proposé par l'une de nos équipes en recherche. C'est principalement donc les RISA et l'INRIA, c'est les laboratoires qui sont adossés à notre formation. Et RISA, c'est le plus gros laboratoire en informatique de France. Répartition des intervenants. Alors, vous aurez d'un côté des experts industriels, hein, nos partenaires qui enseignent, hein, ils nous envoient leurs meilleurs éléments, qui viennent participer, ça leur permet de repérer, et puis de donner une vision, je dirais, terre à terre, des situations réelles. Et ça, c'est important de se confronter et de voir des situations réelles. Et de l'autre côté, des enseignants-chercheurs, hein, c'est principalement donc les enseignants de l'école et qui, la plupart, appartiennent au laboratoire. Donc, soit ils sont des juste enseignants à l'INCBS
où ils sont enseignants-chercheurs, et la partie recherche, c'est avec l'IRISA. Après, il y a une ouverture à l'international qui est obligatoire. C'est-à-dire, pendant votre séjour chez nous, pendant les 3 années, il y a un minimum de 3 mois à réaliser à l'étranger de différentes manières. Alors, soit vous allez faire votre stage qu'on appelle stage ouvrier, mais que nous, on appelle stage interculturel à l'étranger. Donc, à la fin de la première année, vous allez passer l'été à faire ce que vous voulez, travailler. Mais le plus important, c'est communiquer dans un contexte, je dirais, culturel différent. C'est pour vous ouvrir les yeux. Un ingénieur, ce n'est pas quelqu'un qui est monoculture, etc. Il faut qu'il arrive à travailler au niveau international. Alors, on aimerait bien que ce soit un contexte où vous parlez en anglais, parce que vous allez voir, pour le titre d'ingénieur, il y a des contraintes au niveau TOEIC, par exemple, qu'il faut avoir avec 785 minimum. Donc, le fait de faire un séjour et parler en anglais, ça facilite, ça aide. Et puis, vous pouvez faire réaliser votre séjour aussi pendant la 2e année. Il y en a qui vont faire leur stage de 2e année à l'étranger. Il y a même des entreprises qui viennent vous proposer de venir faire le stage chez eux et vous disent, oui, en plus, nous, on peut vous envoyer pendant votre séjour chez nous à l'étranger parce qu'on a des succursales, etc. Et ils le font et ça vous permet comme ça de valider le séjour à l'étranger, ce qui est pas mal. Après, il y a la possibilité de passer le semestre, voire l'année à l'étranger, la dernière année. Ça, c'est avec, on a pour cela des partenaires. Les partenaires, en bas le Maroc, c'est plus entrant, mais les autres, c'est beaucoup en sortant, hein, que ce soit en Finlande, que ce soit en Belgique, Université Libre Bruxelles, en Estonie avec Tallinn Université de Technologie, Taltech, au Canada, plusieurs points de chute au Canada, hein, l'UNB, Concordia, voilà. Et ça vous permet comme ça de passer un semestre qui validera votre semestre équivalent chez nous, et ça fait au même temps le séjour. Excusez-moi, je regarde juste s'il n'y a pas de messages, des questions. Ok. Bien. Après, l'ouverture à la recherche. L'ouverture à la recherche, alors ça, je vous ai dit, de toute manière, tout le monde fera au moins, il y a au moins le projet de dernière année de S5 qui concerne la recherche, sachant que la dernière année, le contenu de la dernière année, c'est un parcours du master recherche en informatique de la région. Donc en collaboration, donc, supporté par l'IRISA, et participe l'ENS, Centrale Supélec, l'INSA, Rennes 1. Donc là, tout le monde, c'est un pot commun pour former à la recherche, et il peut y avoir des étrangers qui viennent aussi participer à ce master. Donc ça a l'avantage, c'est que la dernière année, le contenu, c'est assez orienté recherche, et qui vous permet, vous, si vous le souhaitez, d'avoir le double diplôme en parallèle, puisque tout le contenu, c'est déjà le master recherche. Donc il y a juste 1 ou 2 cours à enlever de chez nous pour pouvoir placer des cours qui se font en commun avec l'ensemble des autres écoles concernant l'étude biographique, rédaction d'articles, etc. Des choses assez simples, mais qui se font en commun. Donc la possibilité derrière, c'est de faire son stage principalement en laboratoire. Et si c'est en entreprise, c'est forcément en collaboration avec un laboratoire. Alors pourquoi certains ingénieurs font ça? Alors 2 objectifs, soit parce qu'ils s'orientent vers ce qu'on appelle les R&D, recherche et développement, soit parce qu'ils voudraient poursuivre en thèse. Et ça se fait de manière soit classique, c'est-à-dire un financement, ministère, etc., et faire une thèse, ou faire ce qu'on appelle une thèse par alternance, c'est avec ce qu'on appelle le programme CIFRE, c'est être employé de l'entreprise et à moitié de temps en entreprise et l'autre moitié en laboratoire et faire sa thèse comme ça. Bien, après qu'on ait vu tout ce qui est formation, etc., sachez quand même, c'est une école d'ingénieurs qui a une vie. Hein. La vie, c'est le BDE, Bureau des étudiants, où il y a plein d'activités. Il y a ce qu'on appelle la junior entreprise qui s'appelle ViewUp chez nous. C'est une entreprise par et pour les élèves ingénieurs, c'est-à-dire c'est géré par les élèves ingénieurs
pour les élèves ingénieurs, c'est-à-dire c'est des projets qui sont proposés par des entreprises et qui sont réalisés, des mini-projets par les élèves ingénieurs et ils sont payés. Hein, c'est une façon de gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime. Hein. Et puis Hack2G2, qui est une association autour de la cybersécurité, qui fait des conférences, prépare au concours, au challenge, etc. Et c'est dans notre thématique voilà, de la cybersécurité, qui est gérée par nos élèves ingénieurs. Alors maintenant, le processus de recrutement. Parlons d'abord de voies d'accès, puis on va voir après le calendrier. Alors, pour les voies d'accès, ça dépend d'où vous venez. Alors, si vous sortez juste du bac, alors vous avez deux manières, hein, soit pour rentrer chez nous, si vous êtes un bac S, vous avez le concours PUI, c'est un concours national, hein, donc GP Polytech, et pour lesquels nous avons pour le moment 40 places. Et si vous sortez bac ST2D, vous avez la possibilité aussi, il y a 16 places pour faire la préparation en collaboration avec l'IT de Vannes. Et alors que le PUI, lui, se fait en collaboration avec l'UFR, SSI. Mais si vous avez choisi auparavant un passage par un DUT, après, vous pouvez rentrer à ce moment-là directement en première année d'école d'ingénieur. Alors que ceux qui sont passés juste après le bac ont choisi les PUI, c'est la préparation intégrée. Et là, ils vont faire 2 ans de préparation chez nous avant d'intégrer après directement l'une des spécialités, donc entre autres la nôtre. Après, selon d'où vous venez, vous avez le droit d'aller soit dans le parcours développement de logiciels sécurisés, soit dans le parcours de cyberdata et cybersécurité. Excusez-moi, sciences données et cybersécurité. Donc, vous voyez, il y a après les CPGE, ceux qui font plutôt la prépa classique aussi, ils passent concours, à ce moment-là, le concours Polytech, hein, donc 3A, et puis il y a un certain nombre de places qui leur sont réservées. Après, ils peuvent venir en cybersécurité logicielle. Là, j'ai mis une flèche vers cyberdata, mais ça veut dire qu'il faut se prendre bien en avant et faire son programme avant même les concours et de préparer un stage éventuellement pendant l'été, etc. Donc ça doit se préparer bien avant pour ceux qui viennent des CPGE. Voilà. Après, si vous avez des licences par rapport à votre parcours particulier, il faut me dire. Je dois juste signaler pour ceux qui ont fait un DUT STID, eux, ils ont droit à accès juste aux sciences données, cybersécurité, c'est-à-dire aux sciences données et cybersécurité. Le parcours développement logiciel sécurisé, ça c'est un peu plus hard pour eux, parce qu'ils vont manquer un certain nombre de bases qui... Bon, jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup testé, mais bon, c'est à voir. En termes de critères de sélection, d'abord, il y a une sélection sur dossier. Et il faut avoir, si vous venez par exemple des IUT, il y a un jury de poursuite d'études et il vous donne un avis. Donc il faut vraiment avoir l'avis très favorable, ou à la limite favorable, pour que vos dossiers puissent être pris en compte. Après, derrière, ce qu'on cherche, hein, c'est avoir cette connaissance du monde professionnel et du domaine, c'est-à-dire pour dire que vous venez faire ce métier, mais vous ne venez pas juste comme ça, hein, vous êtes conscient de ce que c'est le métier. Parce que le plus important pour nous, c'est qu'on vous forme à un métier que vous aimez. L'objectif, c'est que si vous faites le métier que vous aimez, eh bien, vous ne travaillerez jamais de votre vie. Et c'est comme ça que vous serez heureux. Et nous, on aimerait avoir des gens qui font quelque chose qu'ils aiment. Et ils vont être heureux et ils ne calculent pas leur temps. Voilà, c'est comme pour les jeunes, hein, quand vous êtes en train de jouer à vos jeux préférés chroniques, hein, vous réveillez à 3 h du matin les copains pour un concours, vous vous réveillez et vous avez même la banane. Et c'est ça l'idée, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Après, les entretiens pour la sélection de motivation, il y a 2 types d'entretiens. Il y a les entretiens pour l'apprentissage, et là, il y a une majorité avec des entreprises, alors que pour le parcours étudiant, c'est un jury mixte, mais les académiques sont majoritaires, et la sélection sera plus axée sur les résultats académiques. Et derrière, après, vous avez compris, chez nous, donc c'est un domaine de la cybersécurité, c'est un domaine
très sensible. Notre objectif est de former des gens qui défendent, qui sécurisent, non pas des gens qui détruisent. Donc forcément, il y aura une enquête de sécurité sur les personnes pour s'assurer qu'on a bien des gens qui viennent avec cet état d'esprit. Et puis, pour ceux qui passent en apprentissage, derrière, pour pouvoir finalement rentrer concrètement, une fois que vous avez passé tous les filtres, il faut signer son contrat d'apprentissage. En termes de calendrier, voilà, donc aujourd'hui, hein, il y a les journées portes ouvertes. Après, derrière, le 11 mars, il va y avoir une journée job dating. C'est quoi ça? C'est en fait, on va inviter toutes nos entreprises partenaires qui ont des sujets à proposer avec les futurs candidats, hein, ou les candidats, et ils vont se rencontrer. Et avant même qu'on ait fait les sélections, vous pouvez avoir quelques mariages, des entreprises qui trouvent quelqu'un d'intéressant et ils disent « Ok, d'accord, moi je vous promets que si jamais vous passez tous les filtres, je vous donne un contrat. » Et donc ça fait accélérer le processus. Voilà, donc ça permet comme ça à ce que vous arrivez confiant, vous avez déjà une entreprise et c'est beaucoup plus sûr. Donc en termes de date, alors sachez donc déjà les dossiers, vous pouvez dès maintenant les récupérer. Donc aujourd'hui les portes ouvertes. On met le 3 mai, date limite de dépôt en ligne des dossiers. Nous, on fera derrière une commission pédagogique, donc la sélection sur les résultats académiques. Et puis, il y aura une notification entre le 25 et 26 mai pour les candidats pour dire ceux qui ont passé le premier filtre. Et puis, ça, excusez-moi, ça c'est pour le statut étudiant. Je reviens sur le statut, pour le statut apprenti, c'est des dates pratiquement pareilles. Hein, les entretiens, juste il faut savoir que les entretiens auront lieu le 10 et le 11 mai. Donc c'est l'entretien de motivation pour l'admission. Après, il y aura publication des résultats. Nous, comme je l'ai déjà montré, pour l'apprentissage, il y aura 30 places. On va sélectionner très probablement un peu plus pour donner les chances à un plus grand nombre. Et puis derrière, il y aura la phase de signature de contrat, mai, juin, juillet. Et nous, à chaque fois qu'il y en a un qui amène son contrat, sa place est bloquée. Et le 30e qui arrive, il prendra la dernière place. Et puis on est obligé de signaler aux autres, c'est bon, game over, donc les places sont pleines. Désolé, on ne va pas pouvoir vous prendre. Voilà. Donc, c'est une manière où les gens peuvent être déçus, mais de l'autre côté, c'est pour donner la chance à un maximum de personnes. Pour le statut étudiant, par contre, là, il y aura les entretiens, et après les entretiens, il y a un classement, et voilà, donc il y aura un certain nombre de places, c'était 28, et on gardera quelques places en liste complémentaire, et qui seront sollicitées derrière quand il y a des désistements, parce qu'on n'est pas la seule école, et puis certains qui peuvent aller choisir ailleurs, bien sûr. Et donc, les entretiens oraux auront lieu du 7 au 9 juin. Donc, l'ouverture à l'entreprise, sachez, alors pourquoi je reviens sur ça, c'est juste pour vous dire que le parcours apprentissage, c'est clair, hein, vous êtes déjà en entreprise. Par contre, pour ceux qui sont dans le parcours étudiant, vous pouvez avoir une ouverture à l'entreprise, sachant que vous avez les 20 semaines de stage, mais la dernière année de votre école, elle peut se faire en alternance. Ce qui se passe le plus souvent ces derniers temps, c'est que les entreprises viennent chercher chez nous des étudiants pour le stage de deuxième année, et au milieu de stage, ils leur proposent de les embaucher. C'est-à-dire, ils les recrutent avant la fin de leur deuxième année. Et du coup, ils sont recrutés, ils deviennent sous statut employé, et ils viennent faire leur dernière année sous ce qu'on appelle le contrat de professionnalisation, et donc ils sont salariés de leur entreprise dès septembre. Dernière année, ils la font en tant que salariés. Actuellement, la majorité de nos étudiants de dernière année, ils sont sous ce statut-là. Et puis après, il y en a qui peuvent choisir de dire la dernière année, je veux être étudiant entrepreneur. Donc ils ont un parcours un peu spécifique qui les prépare à construire leur propre entreprise durant leur dernière année de l'école. Voilà. C'est l'une d'autres formes de préparation à l'entrée dans l'industrie et la vie active.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Merci. Avez-vous des questions?